Alors, pour rentrer dans les débats de ce panel, je rappellerai d'abord que celui-ci est un mixte de politique, d'institutionnels et de représentants de société civile, d'acteurs académiques indépendants. Donc, une sorte de mini-représentation de l'état du monde, très imparfaite, bien entendu, non statistiquement probante, mais qui donne quand même une certaine vision des débats qui peuvent agiter notre planète et des différents angles par lesquels les principaux acteurs les abordent. Et je crois que ce qui a frappé les membres du panel lorsque les travaux ont commencé autour des objectifs était de constater que le contexte dans lequel nous travaillons sur un futur agenda, un futur narratif du développement était très différent de celle qui prévalait dans les années 90. Michael l'a rappelé. Alors j'introduirai une nuance d'ailleurs par rapport à la nature de ces changements. Au fond, la croissance économique est effectivement un des paramètres très importants de ce changement, mais d'une certaine manière, le paradigme de croissance s'est inversé. Les pays du Nord, qui étaient à la fin des années 90 dans une phase de croissance assez significative, sont tombés en panne, mais les pays du Sud, qui étaient, à l'exception de l'Asie du Sud-Est, perçus comme étant dans une impasse économique, particulièrement le continent africain, mais aussi d'une certaine manière l'Amérique latine, donc cette partie du monde, elle, est perçue comme étant en expansion rapide. Et cette inversion du paradigme de croissance a des influences très importantes sur les objectifs du millénaire, parce qu'on le voit bien d'emblée, dès le démarrage des travaux, il invite à situer des futurs objectifs de la planète dans une dynamique de croissance économique des pays pauvres, donc on n'est plus dans l'ajustement structurel, et en se focalisant du coup beaucoup plus sur des questions économiques que des questions sociales, puisque au fond, dans ces objectifs du millénaire, cette première génération d'objectifs millénaires, il y avait une espèce de pessimisme, de scepticisme sur la croissance dans les pays pauvres qui invitait à s'intéresser, au contraire, aux questions du social et de la répartition. Et ça, c'est vraiment un élément très, très structurant de notre discussion. L'autre élément qui structure beaucoup les débats, c'est la perception, cette fois universelle, de la limite des ressources naturelles et de notre planète. C'était quelque chose qui existait, qui était dans le débat à la fin des années 90, mais qui n'était pas aussi universellement présent et structuré et reconnu par aussi une gamme de traités, d'obligations internationales, d'engagements politiques. Donc ce deuxième facteur aussi bouge beaucoup et rend, et d'une certaine manière, comme on va le voir, gouverne quasiment de manière immédiate la réponse à la question de faut-il des OMD et des ODD séparés, et la réponse est d'emblée presque non, et c'est imposé en tout cas au panel déjà de ce type. Donc le panel recommandera une fusion des objectifs du millénaire et des futurs objectifs du développement durable, parce que dès qu'on commence à rentrer dans le sujet, il n'est plus possible de distinguer aujourd'hui les enjeux environnementaux des enjeux sociaux. Les enjeux environnementaux sont des enjeux sociétaux, les enjeux sociétaux sont des enjeux économiques, les enjeux économiques sont des enjeux environnementaux, les enjeux, etc. Et on est dans une boucle qui n'arrête pas de se reboucler. Donc je crois que cette cause, elle est, dans les discussions auxquelles j'ai assisté, en tout cas, complètement entendue. Et puis la troisième série, le troisième facteur de changement qui va gouverner tous les débats, c'est l'universalisation de l'appropriation du développement. Alors, désolé pour ces néologismes, mais dans les années 90, et c'était très caractéristique, encore une fois, de la façon dont les OMD sont nés, ce sujet de la fixation d'un objectif du millénaire pour le développement était d'abord une question pour les pays pauvres et une question d'agence publique de développement. Et c'est reflété par le fait qu'on parle surtout de l'APD et qu'on parle d'acteurs publics et à peine de la société civile. Dans l'univers des années 2015, les acteurs de la société civile ont acquis une importance à la fois vocale et financière considérable. Je mets dedans d'ailleurs les acteurs publics se sont eux-mêmes diversifiés. Il n'y a plus que les agences, il n'y a plus seulement les agences publiques ou les États, mais il y a aussi l'univers très vaste des collectivités locales et des acteurs et des gouvernements locaux dans toute leur diversité. Et enfin, parce que nous sommes rentrés dans des problématiques de croissance et que les grandes entreprises, comme les petites, sont devenues un facteur très important dans un contexte de croissance des problématiques du développement, d'emblée, les acteurs du secteur privé sont aussi dans le discours et dans la pratique à un point où ils ne l'étaient pas dans les années 90.
Alors ceci est d'ailleurs une excellente nouvelle pour Convergence, dans la mesure où notre mouvement se définit comme étant justement une ambition de rassembler toutes les pluralités d'acteurs qui veulent converger, c'est le cas de le dire, c'est bien pour cela, vers la résolution de problèmes sociétaux avec les moyens qui sont les leurs, et bien finalement cette perspective des OMD, aujourd'hui telle qu'elle se définit dans les années 2010, se situe exactement dans ce positionnement. Alors de quoi, en termes de substance, finalement, ce panel a parlé jusqu'à présent, et sachant qu'il est encore presque à mi-parcours, que 2 réunions importantes vont encore devoir se tenir, qui vont en particulier aborder la question des cadres globaux et du financement. Donc les sujets ne sont pas épuisés, et dans la mesure où par ailleurs le panel peut changer d'avis sur certains sujets d'ici à la fin du mois de mai, on ne peut qu'être très prudent et surtout indiquer quels sont les débats qui sont en cours, parce qu'au fond, en quelque sorte, ils nous introduisent sur quelques-uns des thèmes les plus importants qui seront de toute façon là sur la table d'ici à 2015. Et je les rassemblerai sur le thème des défis d'universalité, parce que je crois que s'il y a un thème qui coupe au travers tous les sujets qui sont abordés par le panel, c'est la question de l'universalité. Alors, universalité des thèmes. J'ai commencé à l'évoquer à partir de la question de l'environnement et de la pauvreté, et globalement de la question du développement durable. Mais de nombreux autres thèmes et problématiques se sont invités. La question, par exemple, des droits de l'homme et des libertés, qui est venue assez rapidement en force dans la discussion, avec des acteurs qui entendent mettre cette problématique des droits au cœur des débats. Les problématiques de la sécurité, ces problématiques de sécurité avaient été évacuées complètement. Alors, ces problématiques de la sécurité sont polysémiques. Il y a celle de la sécurité des personnes dans la vie de société civile, mais il y a la question des conflits et de leur règlement. Donc, la liste des thèmes qui sont candidats à émerger dans le discours sur le développement et sur les futurs objectifs de l'humanité et à leur traitement sous forme de buts, de cibles précises, est devenue considérablement plus large, et encore une fois on assiste à une forme d'universalisation de la thématique, de la réflexion sur les OMD à, au fond, tous les grands sujets de société de la planète. Ensuite, la deuxième dimension de l'universalité, c'est le spectre mondial. Je dirais, à ma propre surprise, très rapidement, la discussion s'est focalisée sur le thème « Les objectifs du millénaire, les futurs objectifs du millénaire ne devraient pas être des objectifs pour les seuls pays en développement ». Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de pauvreté et lorsqu'on cherche à résoudre la pauvreté absolue, on imagine bien que la position de la Suède et celle du Sud-Soudan ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais néanmoins, il y a dans les sujets communs à l'humanité de nombreux thèmes qui sont effectivement communs à ceux des populations les plus pauvres comme les plus aisées sur la planète. Je cite un des exemples qui ont été débattus, qui sont celles des droits des femmes. C'est l'exemple même d'un objectif commun à toutes les sociétés aujourd'hui, peut-être certaines plus que d'autres, mais en tout cas toutes les sociétés. Aucune n'échappe à cette problématique. Et donc, il est vraisemblable que nous allons évoluer aussi vers des objectifs qui vont, peut-être pas dans leur totalité, mais au moins partiellement, englober tous les acteurs de la planète, y compris des défis sociaux qui sont propres à ceux de nos sociétés. Et au passage, on voit bien que ça peut changer profondément la nature des objectifs et les rendre très complexes, tout ceci. Va-t-on, alors des sujets par exemple qui ont été mis sur la table, va-t-on avoir des objectifs du millénaire liés à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires? Bah, pourquoi pas? C'est un grand sujet, mais c'est certainement pas le sujet principal du Sud-Soudan. Voilà. Donc on va avoir des problématiques nouvelles qui vont s'imposer. Alors pour la troisième dimension, je l'ai déjà évoquée, donc je ne fais que la mentionner, est l'inclusion de la durabilité dans toutes les problématiques sociétales,
qui là me semble aussi être un acquis. La question et l'enjeu, c'est plutôt comment cette dimension va être incarnée dans les objectifs, plutôt que le fait de savoir si elle va l'être. Nouvelle dimension de l'universalité, parle-t-on des nations et des États ou de l'universalité des personnes sur cette planète? Le discours, les OMD ne parlent pas franchement de cette question. Pourtant, implicitement, ils reflètent aujourd'hui une approche par État et par nation des problématiques du développement. Et le fait même que l'on dise aujourd'hui, or, finalement, l'atteinte des objectifs du millénaire n'est pas si probante que cela parce qu'elle n'est permise que par le fait que la Chine a progressé, est en fait, d'une certaine manière, une dimension implique bien que l'on sous-entend que ce n'est pas simplement le nombre de personnes dans l'humanité qui accèdent à une meilleure vie qui nous importe, que le nombre de pays qui y accèdent. Ce débat revient aussi en toute force autour de la table, et en particulier, il est lié à toute la problématique des droits. Si on rentre dans des approches des futurs objectifs du millénaire par la question des droits, alors on rentre dans une problématique de l'universel et qui s'applique à tous les individus de tous les pays du monde. Et on change aussi la nature des objectifs. Universalité des acteurs, je l'ai mentionné également, c'est la réponse à l'état de fait de notre monde aujourd'hui et de l'appropriation des enjeux sociétaux par l'ensemble de la planète. Les États ont perdu le monopole de l'action collective. Cette action collective est aujourd'hui appropriée par une très vaste constellation d'acteurs sociétaux à but lucratif comme non lucratif. Et il va falloir que c'est donc, dès qu'on va parler de la mise en place des objectifs du millénaire, ce qui est aujourd'hui le pilier 8 du partenariat mondial pour le développement, le pilier 8 des OMD, reflète cette diversité de mise en place et renvoie donc à des responsabilités qu'on pourrait qualifier de communes mais différenciées pour reprendre le langage de la négociation climat.